Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo, reconverti dans le coaching et une des rares personnes à prendre plaisir à lire Kierkegaard. Merci Simon. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du monde du travail. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que le travail? C'est une bonne question. Quand je me souviens quand j'étais prof et qu'on avait du coup cette notion pour le bac, je commençais toujours par le fait que le travail, ça vient de tripalium, qui était un instrument de torture. Du coup, à partir de là, on se rend compte que le travail, c'est pas forcément quelque chose qui donne envie, dans la mesure où personne n'a envie de se faire torturer. Et même si on prend un petit peu, si on rétrécit l'histoire de l'humanité en quelques phrases, on se rend compte que, par exemple, dans la Grèce antique et même dans la Rome antique, les personnes qui devaient travailler, c'était les esclaves. Là où les citoyens, ils œuvraient plutôt au bien, enfin pas au bien-être de la société, mais ils s'intéressaient à la philo, notamment, à la politique. En tout cas, ils faisaient pas toutes les tâches qu'ils n'avaient pas envie de faire, un peu comme nous, on pourrait dire, bah, j'ai pas envie de faire le ménage ou des choses comme ça. Ça, c'était réservé aux esclaves. Et même beaucoup plus tard, au fur et à mesure des années, ceux qui travaillaient surtout, c'était ce qu'on appelait le tiers-état, les serfs aussi, qui étaient au service de leur seigneur, ou le seigneur leur devait plutôt une protection, ils vivaient des impôts, etc. La noblesse ne travaillait pas. Non seulement enfin, c'est même pas qu'ils ne voulaient pas, ça leur était interdit. Après, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de nobles qui étaient motivés à bosser. En tout cas, à bosser comme le faisaient les paysans. Donc la notion de travail, elle a ensuite évolué au fur et à mesure du temps, et c'est vraiment plutôt vers la révolution industrielle où on a cette notion de travail qui est plutôt l'idée du salariat, au sens de vendre sa force de travail pour justement un patron, comme on dit. Hmm. Quelque part, il y a toujours eu cette notion de je travaille pour quelqu'un d'autre alors. J'ai Ouais, l'impression. Hmm. bah, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Là où, du coup, avant notre ère, si on prend la révolution agricole ou même quand on était plutôt chasseur-cueilleur, là où on devait travailler plutôt au sens d'un rapport avec le monde, parce que justement, ça c'est c'est chez Platon, mais je crois que je ne sais plus quel mythe, mais en tout cas, c'est l'idée que il compare un petit peu je crois que c'est le mythe de Prométhée où Prométhée va chercher le feu pour les hommes parce que du coup, Zeus les a fait très vulnérables, sans crocs, sans griffes, sans ailes, sans fourrure, ce qui fait qu'on n'est pas du tout adapté à la nature. Et c'est pour cette raison, plutôt qu'on adapte la nature à notre vulnérabilité, par la notion de travail, au sens un certain rapport au monde. Et c'est vrai que du coup, quand on prend du coup, les premiers hommes en tant que chasseurs-cueilleurs, ou même en tant que, avec la révolution agricole il y a à peu près 10 000 ans, c'est là où on travaille plutôt pour soi, pour sa survie. Si tu vas pas cueillir, si tu vas pas chasser, si tu cultives pas le blé, personne d'autre va le faire pour toi. Hmm. Ouais, ok. Mais ça a quand même pas mal changé parce que là, le fait qu'on discute tous les deux, Mhm. est-ce que c'est considéré comme du travail ou pas? En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression qu'on travaille là. Oui, bah oui, oui. Sauf que il y a la notion de souffrance qui n'est pas là parce que du coup, on aime ce qu'on fait. On a la chance d'aimer ce qu'on fait. Ce qui est plutôt, alors je vais généraliser à fond, dans la majorité des cas, j'ai l'impression que les personnes sont plus dans un rapport au travail au sens plutôt d'une souffrance. Pas forcément le fait comment dire, de souffrir le martyre, mais plutôt au sens bah, comme dans la Bible où avant Adam et Ève au Jardin d'Éden ne travaillaient pas, c'est au moment où du coup il y a cette histoire de fruit défendu, le fruit de la connaissance, que Dieu les vire du jardin et dit à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ce qui sous-entend que tu ne peux plus comment dire, te contenter de toutes les vies que tu as et qu'il y avait dans le jardin. Non, tu dois bosser, mec. Mais au fur et à mesure du temps,
la notion de travail a évolué, et heureusement, mais il y a toujours un petit peu cette influence judéo-chrétienne sur le fait de travailler, où la majorité des cas, si je reprends mon ancienne vie et peut-être qu'avec ton ancienne vie aussi, il y avait toujours cette phrase: «Comment ça va?» comme un lundi. Alors que là, on est lundi, bah, comment ça va? Bah, c'est cool, très bien. Il y a pas, Comme un d'accord. dimanche, comme un Voilà, samedi. comme n'importe quel jour, de la semaine, il y a pas de, «Ah, bon courage!» Bah, merci, mais je vais juste discuter avec un ami et c'est ça mon boulot. Donc c'est, enfin, entre autres. Donc il y a toujours un petit peu cette culture du travail au sens tripalium, alors qu'on est un petit peu dans cet interstice où du coup je pense que les gens en ont marre du coup de souffrir, ce qui est plutôt une bonne chose, heu, où on a plutôt envie d'un travail, travail passion. Ouais, ça veut dire que, hem, est-ce que c'est est-ce que ça se tient le fait de se dire que le travail était à l'époque une forme de quête de survie? Une survie, pour, combler des besoins physiologiques. Il faut manger, il faut Mmh. pouvoir dormir, se loger et cetera. Et aujourd'hui, on est passé sur une quête plutôt peut-être existentielle où quelque part on n'a plus forcément alors c'est toujours le cas, hein, ça peut être toujours le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de situations dans lesquelles on peut se poser la question et déjà ne serait-ce que se poser la question, c'est un luxe. Je me Mmh. rends compte que c'est un luxe, le fait de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?» alors qu'à l'époque, j'ai Ouais. l'impression que, bah, tu étais né dans telle famille, tu étais dans tel rang social et ben, il fallait que tu fasses ça. Ton avenir était un petit peu ton avenir professionnel Mmh. était figé et aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment que du fait que les possibilités ont explosé, on peut maintenant on est en droit de se poser cette question-là: «Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux vivre? Et et comment je peux en vivre?» Mmh. Bah, c'est vrai qu'à notre époque et en tout cas dans le monde occidental, dans un pays comme la France, il y a même si c'est il y a certains fins de mois difficiles, il y a certaines conditions de travail vraiment difficiles, ça faut pas le nier, il y a toujours une forme de souffrance. Mais si on parle vraiment dans la majorité, dans la grande globalité, on n'est plus dans une société où, c'est difficile de survivre. Chez certaines personnes, si, évidemment, et c'est malheureux. Mais je pense que dans la majorité des cas, peut souffrir du manque d'argent, mais c'est plus tant une question de vie ou de mort. Alors peut-être que je dis n'importe quoi et que je vis dans une tour, d'ivoire, mais j'ai pas l'impression que chaque individu se demande s'il va vivre ou pas demain. J'ai l'impression qu'il y a quand c'est quand même acquis qu'on va pas forcément, mourir de faim, on va pas forcément, heu, mourir parce qu'on ne travaille pas. Mmh. Ça va être difficile, mais c'est peut-être moins une question de vie ou de mort que, je sais pas, dans des pays en guerre ou même en France il y a, 100 ans. Mmh. Et en fait, je me demande si, dans tous les cas, on n'est pas en quête de survie parce qu'à l'époque, c'était une quête de survie physique, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une quête de survie existentialiste, quoi? C'est le fait de se dire, j'ai besoin d'exister Mmh. et donc le travail est un moyen pour moi d'exister quelque part. Ouais. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi dans la mesure où là, comment dire? La souffrance, elle vient pas tant de ne pas travailler, mais plutôt du type de travail que tu fais. On parle beaucoup du burn-out, qui est le fait de justement de l'épuisement, professionnel, mais tu as également le bore-out, qui est un épuisement par l'ennui. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance dans le fait de s'ennuyer au travail et donc même pas de travailler. Et aussi le burn-out, qui est une forme d'épuisement par le manque de sens que tu as dans ton travail. Si ton travail n'a pas de sens pour toi, il y a une réelle souffrance, alors que pourtant c'est pas forcément un travail qui est difficile, c'est pas forcément un travail qui est physique, mais il a tellement pas de sens que tu en souffres. Parce que tu te mets à te poser cette question: «Ma vie ne sert à rien, quoi, donc à quoi je sers?» Et là, il y a une réelle souffrance qui est peut-être, du coup, alors ça va être bizarre de dire ça, mais c'est presque une maladie de luxe, en fait.
de se dire, ah, mon travail n'a pas de sens, ça sous-entend que tu as déjà un travail, que tu as déjà un salaire, du coup, tu sais quoi faire de ton argent, etc., etc. Mais la souffrance est quand même là. Ouais. Oui, après, on se confronte au jugement du style, mais de quoi tu te plains? Ouais. Il y a beaucoup de culpabilisation dans le fait de personnes qui se disent, bah, j'ai la chance d'avoir un boulot et ça m'ennuie de me poser la question de savoir si je vais le quitter ou pas, sachant qu'il y en a qui n'ont pas la chance que j'ai. Mais chance ou pas, pour le moment, la personne est en train de souffrir. Donc heu, donc ça sert à rien de persévérer dans la souffrance sous prétexte qu'il y a des personnes qui n'ont pas «la chance de souffrir», presque entre guillemets. Ouais. Et donc la question que je me pose, c'est à partir du moment où on considère qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'importance, cette quête de sens dans notre vie professionnelle. Autant à l'époque, il y avait une forte importance à cette quête de survie physique, de remplir ses besoins physiologiques. Ça, maintenant, c'est pas forcément acquis partout, mais on peut considérer que globalement, c'est en tout cas en France, on a un niveau de vie qui nous permet de vivre à peu près peu ou prou correctement. Est-ce qu'il peut arriver un moment où on considère que le côté existence de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, il peut être, répondu au même titre que le côté, physiologique, physique a été adressé? Tu veux dire plutôt des moyens mis en œuvre par je sais pas, même par le gouvernement pour justement accompagner les personnes à se poser cette question? Ouais, de la même manière que, bah, il y a une infrastructure qui a permis, tu vois, l'industrialisation, les machines qui ont permis de nourrir un petit peu tout le monde. Est-ce qu'il peut pas y avoir une forme de mouvement à un moment? Alors ça peut venir de l'État, ça peut venir d'un individu, ça peut venir mais une forme d'évolution, alors pas forcément naturelle, hein, je pense qu'il y a une réflexion derrière tout ça, mais une forme d'évolution qui est inéluctable, qui mène à une forme de découverte de sens pour chacun. Mmh. Et sinon, si ça ne se produit pas, eh bien, ça nous mènera à une forme de révolution. Ouais. Je pense que même, il y a notre génération et celle d'après nous, heu, est beaucoup plus à l'écoute d'elle-même, les personnes cherchent de plus en plus de sens. Si, je le vois par exemple il y a le concept de la pyramide de Maslow, où justement c'est une pyramide où il y a d'abord les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de reconnaissance, les besoins d'estime et de confiance, si je dis pas de bêtises, et ensuite l'accomplissement personnel. Et on le voit dans notre génération, de plus en plus de personnes qui, font fi de leur sécurité et qui vont plutôt parcourir le monde en quête de sens. Donc ils se mettent plutôt, on va dire, en danger dans la mesure où c'est quand même beaucoup moins confortable physiquement peut-être de faire le tour du monde avec juste un sac à dos, et partir à la rencontre des différents individus que, avoir son salaire chaque mois dans un boulot un peu pépère. Donc il y a la sécurité s'est amoindrie au profit de l'accomplissement personnel. Donc je pense qu'il y a peut-être un mouvement qui se crée. Je vois dans mon boulot justement où moi comme j'accompagne les personnes à découvrir ce pourquoi elles sont faites et avoir une vie pleine de sens, il y a quand même pas mal de demandes et le fait qu'il y ait pas mal de demandes sous-entend qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de: «Est-ce que ce que je vais faire de ma vie et j'ai pas juste envie». Ça c'est vraiment la phrase que je dis souvent, un travail au service d'une vie et non plus une vie au service d'un travail, et cette bascule-ci est occupée de s'opérer. Alors, est-ce qu'il y aura un mouvement? Est-ce qu'il y aura une révolution ou quoi que ce soit? Je pense que peut-être que derrière toutes les manifestations, tout ce qui est gilets jaunes et compagnie, il y a à la fois un ras-le-bol des conditions de travail, mais je pense que si tu creuses encore plus, à mon avis, il y a un ras-le-bol de juste passer sa vie au boulot et du coup passer à côté de sa vie. Mmh. Sous-entendu, un boulot qu'on n'aime pas. Oui, parce que le boulot peut être épanouissant finalement. Mmh. Mmh. Oui, le travail, certes, on a dit que ça venait de tripalium, ça venait de souffrance, ça venait de que tout très peu de gens ont finalement dans l'histoire de l'humanité, travaillé au sens où on l'entend comme maintenant. Mais, tu pouvais pas ne rien faire. Tu es plutôt obligé de travailler comme mode d'existence
comme rapport au monde, euh, un petit peu dans la mesure où c'est par le travail que tu entretiens un certain rapport avec le monde. Au sens où faire du feu, chasser, c'est une forme de travail. Ce qu'on fait là, c'est une forme de travail. Peindre, les productions intellectuelles, l'industrie musicale, la gastronomie, le fait de façonner quelque chose, c'est plus du travail. Après, il y a pas alors que, comment dire? Alors que peut-être que des emplois plutôt du secteur tertiaire, je vais prendre un cliché, mais quelqu'un qui remplit des tableurs Excel, qui ne sait pas exactement pourquoi il les remplit, il y a peut-être que ça a moins de sens pour lui et ça rejoint plus l'aliénation dont parle Marx dans Le Capital, où il prend l'exemple du dit que le prolétaire, du coup, lui est aliéné dans la mesure où il n'est pas, comme c'est vraiment la répétition des tâches, un petit peu comme dans le film de Chaplin, Les Temps modernes, où il fait des rouages comme ça, où on voit même qu'il est aspiré par la machine, ce qui est vraiment bien pensé. Au sens où il fait des rouages, des rouages, des rouages, il sait même pas la production finale, ce que c'est. Et je pense qu'il y a une forme d'aliénation moderne où peut-être que l'employé qui remplit des tableurs Excel pour justement des statistiques comme ça, il est lui-même, il sait même pas exactement pourquoi en fait il œuvre, le projet commun. Donc il y a et je pense que psychiquement, c'est pas tenable sur le long terme. Hmm. Le prolétaire, lui, il se crevait à la tâche parce que c'était beaucoup trop physique, et du coup, à mon avis, il vit pas forcément très longtemps. Et peut-être que du coup, les conditions de travail ont largement évolué, mais l'inconfort, peut-être qu'il est vécu de la même manière. Est-ce que ça veut dire que si on apporte une vue macro à des gens qui ne voient pas de sens à ce qu'ils font, ça peut résoudre une partie du problème? C'est-à-dire que un employeur va expliquer, ben voilà, en fait, le tableau Excel, il va servir à ça, à ça, à ça. Et à la Mmh. fin, ça va nous permettre de X, Y, Z. Et si ça résonne avec la personne, à ce moment-là, en fait, la solution n'est pas forcément de quitter son boulot, mais c'est juste de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ses actions. Mmh. Bah, peut-être, ouais. Peut-être que du coup, il y a un effort à faire, pas forcément par rapport à cette crise spirituelle, crise existentielle, appelons-la comme on veut. Peut-être que c'est pas tant du point de vue de l'État que ça doit être fait, à moins de favoriser, on va dire, l'éducation à l'épanouissement personnel dès l'école. Se poser des questions, qu'est-ce que tu imagines plus tard? Comment tu veux, je sais pas, la gestion de ses émotions ou des choses comme ça. Mais c'est à mon avis, c'est surtout du point de vue des employeurs, à faire aussi un boulot pour inclure leurs employés dans une mission plus globale. Hmm, Parce que ouais. peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être que les gens se sentent esseulés, incompris, qu'on ne les aide pas non plus à parce que le sens que tu mets dans ton boulot, il ne naît pas, comme ça. Il n'arrive pas de nulle part. À mon avis, c'est du coup, en travaillant, en faisant œuvre, que tu, découvres un petit peu le sens que tu peux mettre dans ton travail. Hmm. Alors, il y a cette notion de sens et puis il y a aussi cette notion de valeur qui, en tout cas, personnellement, ça me turlupine, ça m'a longtemps turlupiné. Le fait de me dire, je suis dans un boulot salarié, mais au fond, ce que je fais, n'importe qui peut le faire. Et Mmh. si demain tout s'écroule, ben, qui suis-je pour pouvoir prétendre à un nouveau poste ou à de nouvelles responsabilités? Et là, ça en vient à la valeur que je peux apporter. Mmh mh. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui, la métrique principale de la valeur que tu apportes, c'est quelque part la performance et le chiffre d'affaires, donc en monnaie sonnante et trébuchante, que tu Mmh. peux apporter soit pour toi, soit pour ton employeur. Et quand on parle de sens, la question que je me pose, c'est est-ce que il est possible d'allier les 2, à savoir la valeur que tu apportes et le sens que tu y trouves? Parce que quelque part, la valeur que tu apportes, c'est quelque chose que tu apportes aux autres, alors que le sens que tu y trouves, c'est quelque chose que tu t'apportes à toi, j'ai l'impression. Donc il y a quelque chose d'externe et quelque chose d'interne.
Et est-ce que on peut avoir l'un sans l'autre ou est-ce qu'il existe une combinaison où on peut avoir les deux? J'avoue que je serais incapable de trancher là maintenant. Tu réponds, Simon, là, C'est quand maintenant. même une énorme question. Mais moi, j'ai tendance à penser de plus en plus que c'est pas ou, mais et. Parce que j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui bosse, pour qui ça a plein de sens et que ça apporte pas de valeur aux autres. Dans la mesure où si tu es vraiment à ta bonne place, que tu kiffes ce que tu fais, tu vas forcément apporter de la valeur, pas forcément monétaire, mais en tout cas, tu vas être bien dans ta vie, tu vas être du coup bien avec tes collègues, donc tu vas beaucoup mieux travailler. Ce qui fait que la valeur que tu apportes, elle est beaucoup plus importante. Alors qu'un employé, heu, comment dire? Qui fait juste bien son boulot, peut-être qu'il apporte, de la valeur, on va dire chiffrée à l'entreprise, mais à mon avis, sur le long terme, il va peut-être apporter un savoir-être qui est beaucoup moindre. Il va peut-être être désagréable avec ses collègues, il va peut-être pas vouloir bouffer avec eux, il va peut-être pas vouloir, participer, je sais pas, à la vie de la société et ce qui fait que, même en dehors du travail, s'il est pas vraiment épanoui, bah, il va peut-être, du coup, répandre un petit peu son spleen autour de lui, alors qu'il aura apporté beaucoup de valeur à l'entreprise. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc ça veut dire que il y a une valeur qui est non chiffrable, mais qui existe réellement, qui est juste, je vois un collègue qui est pas bien, du coup, qui performe pas bien, entre guillemets, dans le sens société capitaliste. Mmh. Et, et du coup, le fait de juste de se poser avec cette personne-là, de l'écouter et d'essayer de potentiellement trouver des solutions avec elle, ça va la remettre sur les bons rails, ça va lui faire prendre conscience que bah, le boulot, c'est aussi une partie importante de sa vie et cette personne va vraiment se donner à fond dans ses tâches Mmh. et là va vraiment fournir des résultats qui n'auraient pas pu être, qui n'auraient pas pu être si elle était restée dans son spleen. Mmh. Donc finalement, il y a plein d'actions non mesurables dans le fait de trouver du sens et qui, derrière, si on trouve du sens, vont impliquer d'apporter énormément de valeur, mais de la valeur qui est non mesurable, mais qui est bien réelle à la fin. Ouais et je pense que ça se fait un petit peu plus de plus en plus, même à l'échelle des pays. Tu vois qu'en France, on compte beaucoup le PIB, produit intérieur brut, mais il y a certains pays dont j'ai oublié le nom, qui, essayent de quantifier le bonheur de leurs citoyens. Pour justement que c'est pas pour justement ne pas chiffrer, uniquement la valeur monétaire dans le fait qu'un pays aille bien ou pas. Parce que tu peux avoir un pays hyper riche avec un super PIB, mais si tous les citoyens sont affreux et se suicident chaque jour, bah, c'est pas forcément un super pays dans lequel il faut vivre. Mmh. Donc ouais, il y a des données non chiffrables. Après, dans la psychologie positive, ils essayent un petit peu de quantifier le bonheur, au sens où il y a eu des expériences comme ça, où, ils avaient été dans des pays en guerre, où ils disaient: «Bah, voilà, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous mettriez votre bonheur?» Personne disait: «Bah, entre 7 et 8». Heu, alors que d'un point de vue, on va dire, extérieur, on aurait pu dire: «Bah, c'est affreux chez eux, ils doivent pas être heureux» et cetera. Et ils avaient fait la même comparaison, en Floride, là où il fait plutôt bon non, en Californie, là où il fait plutôt bon vivre et les personnes disaient: «Ouais, entre 7 et 8 aussi». Mmh. Autant trouver du sens à ce qu'on fait et ensuite, la valeur arrivera. Mais, ça veut ouais, les entreprises comme Google, Apple, Amazon, c'est celles qui font probablement le plus de chiffres, mais c'est pas forcément celles où les gens sont le plus épanouis. Peut-être chez Google dans la mesure où apparemment ils mettent en place vraiment énormément de choses pour que les personnes aient envie de même rester au travail, avec des horaires très aménagés, beaucoup de télétravail, des salles de jeux, des salles de sieste, des trucs comme ça. Pour justement, en s'appuyant sur sur des recherches en psychologie sur la motivation humaine, il me semble même que chaque employé peut avoir toutes les ressources de l'entreprise pour bosser sur des projets annexes qui, du coup, les motivent encore plus.
Enfin, après, c'est des chiffres. Après, chez Amazon, j'en sais rien. J'ai plutôt l'impression que c'est, en tout cas dans les entrepôts, que c'est un peu plus l'inverse. Hmm. Apple, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a tout un travail du côté des entreprises où s'ils investissent sur leurs employés, pour justement leur donner envie de rester. Euh, donc certes, le but, c'est quand même, bah, si j'ai un employé qui est motivé, bah, il va faire plus de chiffres, donc l'entreprise va grossir. Mais d'un point de vue du vécu de l'employé, c'est peut-être beaucoup mieux. Hmm. Du coup, si on en revient toujours à cette quête de sens, comment on trouve un job dans lequel on a du sens? Euh, bah, si je prends mon cas, enfin mon cas au sens de vu que c'est mon boulot, Hmm. avec mes clients, je pars avant tout de eux, au sens où on les questionne sur, ils apprennent à se connaître vraiment en profondeur, à savoir quel type de vie ils ont envie d'avoir, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs valeurs, quelle est leur vision du monde, pour justement leur permettre de faire apparaître un petit peu, alors j'aime pas vraiment le terme de mission de vie parce qu'il y a rien de divin dessus, mais plus leur mode d'existence qui leur convient le mieux. Dans la mesure où tu dis: «Ah bah, moi j'aimerais bien bosser, là-dedans». OK, mais est-ce que la vie que tu as envie d'avoir, c'est, te lever à telle heure, faire ça, faire ci et cetera et cetera? Donc partir plutôt de quel mode de vie ils ont envie d'avoir pour ensuite vraiment trouver une activité qui traduise le sens qu'ils ont envie de mettre dans leur vie. Donc Hmm. vraiment à partir d'eux pour faire, donc ça ferait vraiment cet ordre-là. Faire non, pardon. Être, faire, pour avoir. Ouais, d'accord. Ok, ouais, donc partir de la personne. Mais si je me fais l'avocat du diable, je suis quelqu'un, je dis, bon, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux vidéo par rapport Ouais. à l'émission précédente. Moi, Mmh. je joue qu'aux jeux vidéo toute la journée, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est pas vraiment mon délire. Et j'ai envie de rien faire, juste de regarder des séries et de jouer aux jeux vidéo. Ben, dans ce cas, j'inviterais cette personne à ouvrir une chaîne, sur Twitch et faire du let's play et du coup, avoir des compétences en tant qu'orateur, avoir des compétences en tant que pour créer vraiment on va dire son personal branding, parce que du coup, elle pourrait monétiser le fait de jouer aux jeux vidéo. Hmm. Ouais, donc là, effectivement, tu pars encore de la personne, quoi. Mmh. Si c'est vraiment ce qu'elle veut. Ouais. Est-ce que c'est pas à ce moment-là une forme de fuite de la réalité, le fait de se dire, bah moi c'est jeux vidéo toute la journée avec télévision, Netflix. Bah, si vraiment cette personne me dit ça, je questionnerai derrière et je creuserai pour justement voir si c'est la vérité qui se cache derrière ça ou si en fait cette personne a un rêve un peu plus, alors je dis pas, ça va être pas péjoratif ce que je veux dire, mais un peu plus poussé et qu'en fait non, elle se cache derrière le fait de vouloir geeker, de vouloir, regarder des séries parce qu'elle dit que son rêve, elle le réalisera jamais. Parce que Hmm. peut-être que derrière le fait de dire: «Non, moi mon truc c'est de jouer aux jeux vidéo», se cache le fait de vouloir créer un jeu vidéo. Ouais, ouais, d'accord, ok, ok. Et on parle beaucoup, alors à un moment on a beaucoup parlé de l'automatisation, de l'industrialisation, de la robotisation, que ça allait supprimer des emplois, de ce genre de choses. Ça, c'est comment tu vois les choses, toi, par rapport à cette évolution du marché du travail? Et Mmh. maintenant, on parle aussi d'intelligence artificielle, de métaverse. Euh, j'ai l'impression que tout le temps, il y a une forme de menace du monde du travail qui est disruptif. Mais quelque part, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment une menace ou est-ce que c'est une opportunité? Un peu des 2. En fait, où il y a ça va dépendre vraiment de l'utilisation qu'on en fait. C'est toujours comme ça. Tu crées quelque chose qui est vachement bien, tu auras toujours une bande de cons qui vont faire nimp. «Viens, on a inventé un couteau. Ah génial, on va pouvoir tuer des gens». «Ouais, mais non, à la base, c'était pour couper du bois». «Ah ouais, mais bon». Donc non, il y aura toujours, une bande d'humains qui va vouloir, détériorer, on va dire, l'usage à la base de ça. Donc je vois vraiment l'automatisation, la robotisation, les IA comme des outils qui peuvent être au service, du bien qui peuvent, pas dire qu'ils vont absolument le faire, être au service de, on va dire, du bien-être global de l'humanité.
Donc, c'est pas forcément le monde du travail qui est menacé, c'est plutôt le fait de l'argent. C'est-à-dire que si tu prends tous les humains, tu leur verses à chacun chaque mois, je sais pas, 5000 balles, ben, je pense que la personne qui a son emploi menacé par un robot, elle s'en fout. Au contraire, elle va peut-être se dire, ah bah c'est bien, c'est l'occasion pour moi d'être plus proche de mes enfants, d'avoir enfin mon potager et de vivre en autarcie parce que je sais que chaque mois, dans tous les cas, j'aurai 5000 balles. Donc c'est pas tant le monde du travail qui est menacé parce que il y aura toujours besoin de, comment dire, il y aura toujours besoin de gens qui ont envie de bosser au sens où ils ont envie de travailler. Pareil, au sens d'un rapport au monde, d'un certain type d'existence. On avait ça avec si tu le prends il y a, je sais pas, il y a un siècle, peut-être un peu plus, avec l'arrivée de l'automobile, on a un petit peu arrêté les chevaux de trait. Les chevaux se sont pas dit, ah, bah, qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? Il n'y a pas eu des chevaux jaunes ou des trucs comme ça. On les a juste dit, bon, bah, maintenant, les chevaux, on s'en sert plus pour tirer des charrettes. Utiliser des voitures. Ils n'ont pas fait un bilan de compétences ou quoi que ce soit. Ils sont redevenus un petit peu à leur état initial et encore, je sais même pas ce que c'est l'état initial d'un cheval, vu qu'on a toujours domestiqué. Mais en tout cas, ça a été pour eux. Parce qu'il n'y avait pas cette notion d'argent, ils avaient peut-être toujours le fermier qui les nourrissait, ou malheureusement certains sont partis à l'abattoir. Mais chez les humains, il y aura forcément, si on prend le cas par exemple des caisses automatiques, on dit oui, ça menace les emplois de caissière ou de caissier. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit un mal dans la mesure où je suis pas sûr que ce soit une vocation d'être hôte ou hôtesse de caisse chez les individus. C'est plutôt des boulots que tu fais quand tu es étudiant ou des boulots, sans jugement de ma part, mais que peu de gens ont envie de faire. Je ne suis pas sûr que des gens disent, moi je vais être hôte ou hôtesse de caisse. Généralement, tu subis ce type de boulot, et quand tu vois la menace des caisses automatiques, tu vois plus sur le fait, bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si je ne fais pas le boulot pour lequel je fais? Comment je vais payer mon prêt? Comment je vais payer mon loyer, etc. Donc c'est plutôt, là pour le coup, il y a peut-être quelque chose à faire du point de vue politique. On parlait beaucoup du revenu universel ou quelque chose comme ça, qui pourrait permettre aux gens d'abandonner le boulot qu'ils font alors qu'ils n'aiment pas et laisser les robots faire le boulot qu'on n'a pas envie de faire de la même manière que les esclaves en Grèce et en Rome antique faisaient le boulot que les citoyens ne voulaient pas faire. Mhm. Forme Ouais. de retour en arrière. Ça, c'est dans le monde idéal. Si les Romains avaient cette distinction entre l'osium et le négoce, où l'osium c'était plutôt le loisir, mais le loisir chez eux c'était bah, faire de la philo, de la rhétorique, de la politique, de l'astronomie, des maths, etc., du jeu. Et le négoce c'était plutôt le temps du travail, ce qui a donné une négociation du coup. Donc peut-être que l'être humain aura, si on a une bonne utilisation de toute cette robotisation, on pourra revenir un petit peu à l'osium et les robots feront tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Vraiment les boulots, je sais pas, laver la route, par exemple, euh, le ménage ou je ne sais pas, tout, j'en sais rien, des choses que les gens n'ont pas envie de faire, ce sera délégué à la robotisation et les gens pourront faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais il faut du coup des revenus dans la mesure où ce qui menace, ce dont les gens ont peur, c'est pas qu'ils ne travaillent plus, c'est qu'ils n'ont plus d'argent. Et il y avait même Coluche qui disait ça dans les années 80, il disait les gens veulent du travail, c'est faux, ils veulent juste de l'argent. Et Mhm. c'est pas, et je pense qu'il a raison dans le sens où effectivement, je pense que si tu donnes 1 million d'euros à quelqu'un, je suis pas sûr qu'il continue de bosser. Et c'est généralement quand des gens, je sais pas, ils gagnent une somme, etc., leur dire est-ce que vous allez continuer de travailler? Si vraiment il kiffait son boulot, on lui poserait même pas cette question, et il se la poserait même pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ouais, pour revenir à l'osium, et non pas l'opium, Oui, ouais, bah oui. c'est pas tout à fait la même chose. Non. Mais ouais, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, parce que on peut très bien avoir une forme de jugement envers les autres ou envers nous-mêmes même, Mm. en se disant, bah ouais, mais du coup, ce que je fais, ça sert à rien, par exemple. En tout cas, c'est dans le sens de la société, garder les enfants, s'occuper de ses enfants, Mhm. c'est peut-être pas quelque chose que
qu'on peut voir comme très valorisé dans la société. Mhm. Mais pour autant, c'est quelque chose qui peut être vraiment source d'épanouissement. Donc, Mhm. je pense que c'est vraiment cette question de... On en revient un peu à ce jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres par rapport à la valeur qu'on pourrait apporter. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très limitant. Oui, mais moi, je vais pas faire carrière dans les jeux vidéo. Mhm. C'est pas quelque chose qui se fait, entre Ouais. guillemets. C'est Mhm. pas quelque chose de noble, quoi. Ouais, ouais, non. C'est peut-être Il plus y a... vis-à-vis de ça que, comme tu disais, lorsqu'on est à la caisse et que on se dit, bah, je vais perdre mon boulot. En fait, c'est pas forcément perdre mon boulot, c'est plutôt je vais devoir chercher ma vraie identité. Et ça, c'est quelque chose Mhm. qui peut faire peur. Ouais, carrément. Ça fait peur dans la mesure où il y a d'abord cette facile, donc ouais, je risque de perdre mon boulot, donc je risque d'être de nouveau sur la pyramide de Maslow en mode survie. Mais par contre, c'est vrai ça fait peur aussi de découvrir ce pourquoi on est fait, en tout cas de construire ce pourquoi on est fait, dans la mesure où bah, c'est une question abyssale, quoi. C'est vraiment bah, qu'est-ce que je fais de mon existence parmi toutes les libertés, tous les choix qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Et c'est des questions que les gens ne se posent pas forcément, et c'est normal. On n'a pas appris aux gens à se poser ce genre de questions. Mais effectivement, ça fait peur, parce que du coup, il y a de la peur peut-être que comment dire? Parce que ça remet en question toute la vision du monde, tout l'héritage culturel et familial qu'on peut avoir. Et tu vois, dans ma famille, il y a mon arrière, alors je sais pas si c'est mon arrière ou arrière-grand-père qui était, diamantaire. Ses parents étaient diamantaires à la cour de Napoléon, donc une place vraiment assez importante, et lui, son truc, c'était le théâtre. Et il devait reprendre la diamanterie ou la bijouterie de son père, de la famille du coup Desplantes, du côté de mon grand-père, maternel. Et il a dit: «Bah, non, moi ce que je veux, c'est faire du théâtre». Il a tout quitté pour ensuite faire du théâtre, et c'est comme ça que du coup dans ma famille, il y a eu une génération de comédiens ambulants. Ils avaient le théâtre vraiment en mode roulotte, ils allaient de ville en ville pour faire des pièces de théâtre. Ça s'est arrêté après la guerre parce que c'était bah, compliqué. Mais en soi, il y a vraiment eu cette rupture qui se crée, du coup, où tu as tout un héritage, parce que j'imagine que cet arrière-arrière-grand-père, il y avait une famille, ils étaient peut-être diamantaires de père en fils, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment une rupture dans la famille et du coup une rupture dans la vision du monde. Et il y a ça également, chez chaque individu aussi qui se reconvertit, qui va dans une direction diamétralement opposée à tout ce que sa famille voulait qu'il fasse et tout ce que sa famille pensait qu'il allait faire et ce que lui-même pensait de lui. C'est un petit peu perché ce que je dis là, mais il y a vraiment, si on voit vraiment le travail comme un mode d'existence, et si on part vraiment de cette chronologie, être, faire pour avoir, la question de savoir qu'est-ce que je suis se pose avec la question de comment je vois le monde. Et ça fait peur. C'est de savoir que la vision que tu as, donc la permanence sur laquelle tu t'accroches, cette vérité-ci, c'est peut-être juste un colosse au pied d'argile. Mmh, mmh. Ouais, c'est Là, super je pars intéressant. vraiment dans un degré plus méta, mais c'est vraiment les questions qui se posent derrière un simple derrière un simple, entre guillemets, «boulot». Ouais. Mmh, mmh. Et puis si je prends mon cas, il y a une rupture aussi parce que ayant fait des études d'ingénieur, j'étais un peu prédestiné à intégrer, des grosses structures, à prendre de plus en plus de responsabilités, à manager des équipes de plus en plus grosses. Et finalement, bah, ça a été un virage à 180 degrés parce qu'aujourd'hui, je bosse tout seul et à distance, je vois assez peu de personnes physiquement et je travaille dans le domaine artistique. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent, mais pour autant, effectivement, c'était important de se poser cette question et c'est justement dans l'ancienne boîte où j'étais, ils parlaient de concept d'ikigai. Ah oui, L'ikigai ouais. Mmh étant, mh. la croisée de ce dans quoi tu es bon, Mmh. ce qui a du sens pour toi, donc ce que tu aimes
et ce que les gens sont prêts à valoriser. C'est-à-dire, les gens sont prêts à donner de l'argent pour cette valeur que tu apportes. Mhm. C'est à la croisée de ces trois choses-là que tu peux trouver. Alors, on va pas parler de mission de vie, mais en tout cas, on peut dire la mission de cette vie dans l'instantané. À ce moment-là, Mhm. c'est ce qui te correspond. Ce qui veut Ouais. pas dire que dans 6 mois, ça te correspondra toujours. Et je pense que c'est aussi le fait de s'autoriser à pouvoir changer de boulot en permanence qui va faire qu'on se sentira on sentira beaucoup moins de pression parce que finalement, Mhm. le choix qu'on fait aujourd'hui peut être différent de celui qu'on fera demain et c'est pas grave. En fait, juste le Mhm. fait de se dire: «Non, bah, aujourd'hui, j'ai envie de ça et demain, j'aurai peut-être envie d'autre chose» et ça sera bien aussi parce que c'est là où je me sens bien que, comme tu dis, mon savoir-être rayonne auprès Mhm. des autres. C'est là où j'apporte le plus de valeur et c'est là où je contribuerai le plus à l'évolution du monde, dans le Mhm. sens où moi, je l'entends comme positif Mhm. et et je pense que c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a pas de pression en réalité et aujourd'hui, c'est une chance de ne plus avoir de questions à se poser tous les jours en se demandant: «Mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Où est-ce que je vais loger?» Il y a encore des gens qui se posent ce genre de questions, mais si on est dans une situation où on n'a plus besoin de se poser cette question-là, ben, je pense qu'il faut se libérer de cette pression de se dire: «Bah, il faut que je trouve cette mission, ce sens». On en a beaucoup parlé, mais en réalité, c'est plus de se dire: «De quoi j'ai envie en ce moment?» et et ça sera peut-être pas la même chose que demain et Mhm. c'est très bien comme ça. Ouais. Oui, c'est pas grave. Généralement, si tu fais la rétrospective, tu trouves toujours un fil directeur dans tout ce que les gens font au fur et à mesure de leur vie. Mais c'est juste que le travail, c'est une manière d'incarner, la voie que tu as envie d'avoir. Mmh, Si ça peut être une année, ça peut être la peinture, après ça peut être peut-être faire des thés d'oreiller, la prochaine fois ce sera des meubles en bois, mais il y aura peut-être toujours, moi pour le coup c'est du coaching, mais peut-être que pas après je ferai complètement autre chose et c'est pas grave. mmh. Ouais, exactement et on il y a un mouvement aussi qui parle de l'entrepreneuriat, le fait que c'est un peu l'eldorado pour se réaliser, pour s'épanouir. Hem, je je pense que c'est important de nuancer ce côté-là, dans la mesure où je vois l'entrepreneuriat comme un moyen et non pas comme une fin. Mmh. Je me demandais, toi, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Bah, c'est vrai que quand j'ai commencé il y a en 2019, pour c'est vrai que je le voyais un peu comme l'eldorado parce que du coup je réalisais un petit peu comme des mentors, un peu spirituels que j'avais, je sais pas, quand j'ai commencé, quand j'avais lu, Tim Ferriss, La semaine de 4 heures ou des trucs comme ça, je disais: «Ah putain, c'est trop bien» et cetera. Et là, au fur et à mesure où je suis entrepreneur, heu, mais p je suis un peu plus pas je rejoins un peu plus ce que tu dis. Maintenant, je le vois comme, bah, je fais mon boulot, en fait. C'est juste que certes, c'est la manière pour moi de me créer une vie sur mesure, parce que du coup, je choisis mes horaires, je choisis mes missions, je choisis mes clients, ou des choses comme ça. Mais c'est pas le seul moyen. Je pense qu'il y a moyen de se réaliser, ailleurs que dans l'entrepreneuriat et moi je me vois plus comme étant un artisan, au sens où de la même manière que je sais pas, le potier, réalise, se met à la tâche, en train de réaliser, transforme la nature. Enfin, tu vois, l'argile pour en faire ensuite des poteries ou des choses comme ça, ou l'ébéniste qui va te fabriquer un meuble, à partir du bois où il y aura vraiment un savoir-faire, un savoir-être. Bah, je me vois plus comme ça, au sens où, bah, chaque matin, je me mets dans mon bureau où ce que je vais confectionner, c'est plus des idées que je vais pouvoir partager qui vont peut-être, du coup,
inspirer les gens et pouvoir les aider au quotidien. Ouais, toi, ton fil directeur, c'est plus le fait d'être artisan de la pensée, parce que comme tu étais prof de philo, ensuite Mhm, t'es dans la reconversion professionnelle, mais plus au service de la vie et où il y a une quête de sens qui est importante. mhm, Euh, Effectivement, c'est plus ça le fil directeur. Et l'entrepreneuriat est un moyen pour toi d'exprimer cet artisanat. mhm. Ouais, c'est plus ça. Ça aurait pu être autre chose si autre chose existait, mais, euh, mais pour le coup, c'est ce qui m'était bien pour moi. Hmm. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'entrepreneuriat, c'est un moyen, mais un moyen qui comporte plein d'inconvénients aussi, parce Mhm, que lorsqu'on est salarié, on a une forme de sécurité, mais on doit aussi rendre des comptes à quelqu'un, alors que lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, on troque cette sécurité contre une forme de liberté. mhm, Mais du coup, on a cette responsabilité de pouvoir en vivre, de pouvoir, et puis si on n'est pas tout seul, bah, moi j'ai 2 filles, il y a aussi un foyer à nourrir. Donc il y mhm, a quand même, une forme de pression et au fond, il y a pas une situation qui soit meilleure qu'une autre. De la même manière qu'il y a aussi on vend un peu du rêve lorsqu'on dit: «Bah, maintenant ça va être les revenus passifs, l'investissement immobilier», ce genre de choses. Mais au final, on en revient un petit peu à ce que tu disais, à savoir que du jour où tu as plus forcément besoin de bosser pour ta survie, bah, tu te retrouves face à toi-même et là, ben, tu te retrouves avec des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. mhm, Ta relation avec, ta famille qui peut être, un peu difficile ou même, le fait d'expérimenter la solitude avec toi-même. mhm, Donc il y a plein de situations dans lesquelles, on va se retrouver et des questions qu'on se pose, qu'on ne se posait pas au moment où on se disait: «Bon, ben, maintenant, il faut que je trouve de quoi vivre aujourd'hui». ouais, Et c'est, donc quelque part, le fait d'avoir à générer de l'argent pour vivre, c'est aussi, une forme de protection contre les questions existentielles qu'on pourrait se poser. mhm. Non, c'est clair. De toute façon, tu résous un problème, il y en a un autre qui arrive. C'est le lot de la vie et c'est le fait de résoudre ces problèmes qui, justement, rend plus heureux que ne pas les résoudre du tout. Mmh. OK. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, ça me paraît bien. Bah, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Simon et moi, vous avez tous les détails en description de cette vidéo et il y a toutes les plateformes de podcast sur lesquelles cette émission est disponible. Merci à Disponible. vous et puis à très bientôt. Salut!